La voix salésienne. Le podcast préféré de Don Bosco et Marido. Bonjour et bienvenue dans La Voix salésienne, le podcast qui vient parler d'éducation et de pédagogie sous le regard de Marie-Dominique Mazzarello et Don Bosco. C'est Maëline, nous sommes heureuses de vous retrouver pour ce podcast. Il est là, tout chaud, tout prêt, mijoté et à point, juste pour vous. Le premier format long. On vous l'avait promis, voici cet espace d'échange et de débat. Habituellement, nous sommes deux. Aujourd'hui, nous serons plus du double. Pour animer avec moi, on retrouve Anne-Flore. Bonjour à tous. Vous ne les entendrez pas aujourd'hui, mais Anaïs et Inès sont avec nous pour assurer les coulisses de l'émission. Autour de la table, nos invités sont là pour vous. Nous retrouvons Alban. Bonjour. Et Flore. Bonjour. Alors avec eux aujourd'hui, nous allons explorer la thématique du jeu. Non pas celle que je suis, mais l'outil qui me fait advenir. Pourquoi ce thème ? Bon, d'abord parce que c'est cool, on peut se le dire. Mais aussi parce que ce mois-ci, le 31 précisément, nous fêterons Saint Jean Bosco. Lui qui était spécialiste de la question et qui est d'ailleurs saint patron des prestidigitateurs. Sans plus tarder, dévoilons quelques mystères sur nos invités. Alban, tu es salésien de Don Bosco. Tu viens en communauté à Argenteuil, en banlieue parisienne. Tu suis des études de théologie à la faculté Loyola. Tu as derrière toi plusieurs années d'expérience dans l'animation, que ce soit dans le scoutisme, en aumônerie et camp d'été. Tu as aussi travaillé pendant 2 ans dans un foyer éducatif qui accueille des jeunes accompagnés par les services sociaux. Tu as pu également faire un diplôme universitaire sur l'adolescence en difficulté avec une approche psychopathologique et éducative. Et tu es également formateur BAFA dans le réseau Don Bosco Jeunes. Pour l'instant, ça va, je ne me trompe pas. C'est déjà pas mal, ouais, je crois. On peut aussi rajouter que tes sujets de réflexion sont nombreux et au cœur de ton raisonnement, il jaillit souvent cette même interrogation. Comment prendre soin du vivant, qu'il soit humain, végétal ou animal. Tu cherches à toujours donner du sens à ta présence aux autres et au tout autre. Tu es tisseur de liens partout où tu passes. Welcome Alban. Waouh, presque impressionnant comme présentation. Je ne sais pas si je vais réussir à parler après ça. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton jeu préféré et pourquoi ? Spontanément, un des jeux que j'aime bien en ce moment, c'est un jeu qui s'appelle Cartographers. C'est un jeu de société. J'aime bien y jouer, c'est un jeu où tout le monde a les mêmes informations. Il s'agit de dessiner une carte avec des espaces de forêt, des espaces de maison. Et à partir des mêmes informations, en fait, tout le monde construit des cartes hyper différentes juste par les décisions qu'il prend. Je trouve que c'est une vraie ode à la créativité. Et pour l'avoir testé, ça marchait pas mal de le jouer, y compris en intergénérationnel. On l'a joué à une fête de la Saint-Jean-Bosco à Caen l'année dernière avec des personnes qui peuvent avoir de 15 ans à 65 ans. Et c'était plutôt un beau moment. Merci Alban. Alors Flore, on peut dire de toi que tu es lyonnaise. En tout cas, tu l'as été. Tu as grandi dans la pédagogie salésienne. Tes parents sont très engagés dans la famille salésienne et membres du groupe Gonna Bosco. Tu as goûté à cette pédagogie en tant que jeune, participant souvent au camp interjeunes et au Campo Bosco, le fameux rassemblement annuel des 13-25 ans qui fêtera d'ailleurs cette année ses 20 ans. Il paraît que tu es devenue parisienne et que tu es en prépa intégrée ingénieur. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Tout est bon pour l'instant. Alors on continue. Depuis quelques temps, tu es devenue animatrice, te mettant toi-même au service des jeunes. On te connaît comme quelqu'un de dynamique et de réfléchi. Il est facile de voir que tu donnes à ton tour ce que tu as reçu depuis toujours. Certains disent de toi que tu ne viens pas reproduire des schémas que tu as vécus plus jeune, mais que tu viens réinterroger et actualiser la pédagogie salésienne dans la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Welcome Flore. Alors même question que pour Alban. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton jeu préféré et pourquoi ? Alors, je pense que en ce moment, ça serait le Codenames parce que c'est peut-être pas le jeu sur plateau que je préfère, mais on peut jouer à ce jeu en ligne et du coup, ça me permet de jouer avec ma famille. Voilà, souvent le soir, le week-end, on s'appelle et on fait un Codenames en famille. Il y a beaucoup de triches, mais voilà, je pense que c'est celui en ce moment que j'aime le plus. Merci Flore. Attention, attention, tenez-vous prêts. On va vous poser une question. Vous devrez répondre en mode brainstorming. Donc, vous jetez les mots qui vous passent par la tête maintenant tout de suite, sans pouvoir donner un mot qui a déjà été dit. Donc, aucune répétition possible. La règle est simple, vous devez buzzer avant de parler. Mais nous n'avons pas de buzzer. Donc vous allez devoir inventer le bruit du buzzer. Facile. Alban, est-ce que tu peux nous dire quel est ton bruit de buzzer ? Écoutez, j'ai un père qui est agriculteur, je pense que ce serait une vache tout simplement. Très belle vache, dédicace à ton papa. Flore, ton père n'est pas agriculteur, je crois. Quel bruit tu vas nous faire ? Je sais pas quel bruit il fait. Non, ok. Ciao. Très bien. Parfait. Maintenant, il faut le garder. Il ne faut pas que tu oublies ton bruit de buzzer. Ah ouais.
Donc, on va faire un test. Si je vous dis le mot chaussette, Poids. Vache, parce que j'ai des vaches. mais Et tu il n'as faut- pas buzzé. Tu n'as pas Ah buzzé. oui, ketchup. Alors, vous ne le voyez pas parce que c'est un podcast, mais Flore appuie sur un buzzer imaginaire à chaque fois qu'elle fait son bruit. Donc, très bien. Donc, le concept est compris. On va pouvoir poser la vraie question, qui n'était pas les chaussettes. Et non. Parce que nous ne nous retrouvons pas pour parler de chaussettes. Maïline, à toi la parole. Attention. 3, 2, 1. Pour vous, ça veut dire quoi, le jeu? Ça veut dire s'amuser ensemble. Ketchup. Collaborer. Découvrir les autres. Passer du bon temps. Ça veut dire avoir des règles. S'inventer une vie, parfois. Ode à la créativité. C'est une manière de découvrir les autres aussi. Comment ils agissent. Travailler le lien social. Alors, si vous voulez bien, on va repartir de certains des mots que vous nous avez donnés. Flore, je crois, tu disais que ça permet de collaborer. Souvent, peut-être l'image de jeu où on s'oppose. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu vois dans la collaboration dans les jeux ou dans le jeu? Moi, quand je pense à des jeux, je pense beaucoup aux jeux de société. Et la plupart des jeux de société auxquels je joue, c'est des jeux où on est plusieurs dans une même équipe, parfois contre une autre équipe, parfois contre le jeu lui-même. Et du coup, d'une certaine façon, on perd en liberté, mais aussi on apprend à sociabiliser avec les autres joueurs. Du coup, on est obligé de collaborer, on est obligé de travailler ensemble, de s'adapter à comment voit l'autre joueur le jeu, comment il souhaite jouer. Ouais. Pour moi, c'est, je pense, un des éléments les plus importants quand on veut commencer un jeu, c'est apprendre à respecter l'autre pour collaborer. Dans ce que tu disais, j'entends aussi peut-être, alors tu me diras Alban si ça fait écho ou pas, mais la question de la règle pour faire ensemble. Alors là, c'est un jeu de collaboration, donc c'est d'autant plus nécessaire. Mais même dans les jeux d'opposition, la règle est nécessaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'intérêt de la règle dans le jeu et dans ce que ça construit? Si on prend l'exemple du jeu des échecs, si on n'est pas d'accord sur les mouvements que peuvent faire les pièces, mais que n'importe qui bouge les pièces n'importe comment, a priori, il n'y a pas de jeu. Un pigeon peut arriver sur le plateau d'échecs, renverser toutes les pièces, finir en faisant caca sur la table et dire qu'il a gagné. A priori, ça n'en fait pas un jeu avec le pigeon pour autant. Donc on a besoin, pour pouvoir jouer ensemble, d'avoir un cadre de règles commun. Il n'est pas obligé d'être figé, ce cadre de règles. On peut le voir dans des cadres de jeux d'enfants qui jouent au papa, à la maman, aux gendarmes et aux voleurs, où les règles, elles s'inventent souvent au fil du jeu. Mais on est obligé d'avoir au moins quelques repères communs pour pouvoir vivre ensemble. Et je crois que c'est une belle, plus qu'une métaphore, en fait, un lieu d'analogie avec ce qu'on vit dans la société, où ce qui permet la vie ensemble, c'est de réussir à avoir quelques règles communes sur lesquelles on s'est mis d'accord pour pouvoir interagir ensemble. Et donc cet apprentissage de l'intérêt des règles, parce qu'on joue pas parce qu'on veut des règles, on joue parce qu'on y prend du plaisir. Mais pour pouvoir avoir ce plaisir-là, il nous faut des règles. Et donc je crois que c'est un lieu d'apprentissage, que les règles ne sont pas juste une limitation, mais un lieu qui nous permet d'avoir du plaisir à terme. C'est même à apprendre à penser différemment, parce que tu te confrontes du coup à des règles, à un environnement nouveau où pour apprendre du plaisir, tu es obligé de respecter ces règles. Et du coup, ça diffère du jeu libre où, par exemple, on a des jouets et tu choisis les règles que tu veux faire, où tu modules l'environnement un peu à tes besoins. Du coup, ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Enfin, c'est même hyper important d'avoir des règles. Donc la règle devient ce qui permet, ce qui autorise, et pas que ce qui lui empêcherait ou qui limiterait et qui deviendrait même un obstacle qu'on ne pourrait pas dépasser ou contourner. C'est ce qui fait que le mouvement et la vie est possible alors. Ouais. On entendait aussi peut-être dans ce que vous disiez des choses qui se recoupent entre l'amusement, la créativité, s'inventer une vie. Est-ce que, Flore, tu peux nous en dire un peu plus? Je crois que tu disais s'inventer une vie. On se met dans un personnage pendant une certaine durée et du coup, par exemple, un jeu de rôle, et tu vas te mettre à la place de quelqu'un d'autre. Du coup, tu t'apprends à réfléchir différemment parce que aussi avec les règles, tu peux pas faire tout ce que tu veux, donc tu es obligé de t'adapter un peu à une nouvelle réalité qui est pas, à une réalité. Du coup, t'apprends à te comporter aussi. Je pense que c'est hyper important aussi dans le développement des jeunes, même de tout le monde en fait, parce que du coup, t'apprends à t'adapter aux autres et du coup, tu grandis d'une certaine façon, pardon. Et c'est aussi ça, la sociabilisation un peu. Et donc c'est là où il y a aussi créativité peut-être. Ouais, et derrière la créativité, moi je mettrais le fait de s'autoriser à faire des choses qu'on n'aurait pas forcément fait à l'extérieur. On se surprend des fois, alors
peut-être d'autant plus dans des jeux où il y a un imaginaire, où on va incarner vraiment un autre personnage, comme tu le disais, Flore, dans des jeux de rôle. Mais même sans aller jusque dans des jeux de rôle, autour d'une table, dans un cadre de jeu, on se retrouve à avoir des comportements qu'on n'aurait pas du tout dans le quotidien. Et on le voit, il y a même beaucoup d'entreprises qui s'en saisissent en fait de créer des espaces de jeu pour pouvoir se découvrir un peu sous un autre regard qui est moins policé, moins conformé, mais où on s'exprime un peu plus spontanément à travers les enjeux qu'il y a dans le jeu. On est amené à oser de nouvelles choses, à plus exprimer ses émotions, à avoir une part de spontanéité, parce qu'on peut être aussi contraint en termes de temps, dans le temps qu'on a pour pouvoir réaliser le jeu. Et donc ça oblige à être vraiment soi-même, indépendamment de l'image qu'on peut renvoyer socialement. Et ouais, je crois que ça nous aide vraiment beaucoup à oser et à sortir un peu de sa carapace, quoi. Ce qui revient dans vos paroles, c'est aussi le fait de jouer avec les autres, donc être en relation. Si aujourd'hui, vous avez dit aussi découvrir les autres et travailler le lien social. Alban, toi, t'entends quoi par travailler le lien social? Justement, dans le oser de sortir de sa carapace, en fait, il y a des personnes peut-être pour qui j'ai aucun intérêt à avoir des relations sociales, des personnes qui me font peur, des personnes qui sont dans un environnement a priori différent du mien. Je pense en particulier à des personnes d'âge différents, avoir des relations ensemble entre des grands-parents et leurs petits-enfants, c'est pas toujours évident, voire des arrière-grands-parents et leurs petits-enfants, c'est pas toujours évident. Mais s'il y a un intérêt pour un jeu commun à partager, alors le jeu il vient faire tiers et on peut s'autoriser. Je pense aussi à d'autres expériences, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir sur le podcast, à témoigner un peu d'expériences de camp, mais où un camp avec des jeunes pas mal en difficulté et originaires d'environnements très différents, de pays différents et en difficulté sociale, où le jeu permettait de dépasser ces barrières qu'ils se mettaient dans le quotidien. C'était impossible pour eux de s'asseoir côte à table, par exemple, mais de pouvoir jouer ensemble dans une même équipe, ça devenait possible. Et toi, Flore, tu as eu cette transition de être animée à passer en ce moment même en tant qu'animatrice. Comment tu prends le jeu en tant que support pour faire du lien avec les jeunes que tu peux animer? Oui, déjà, moi je suis d'accord avec Alban, on peut reprendre un peu ce qu'il disait, c'est que ça crée un lien entre les joueurs, parce que forcément, du coup, tu es obligé de collaborer si tu es par équipe, par exemple, et tu peux pas t'arrêter aux frontières de l'origine, je sais pas, du genre, de ce que tu veux. Euh, je pense, du coup, le jeu, il fait beaucoup grandir. Moi, j'ai l'impression que les Salésiens en général et toute la pédagogie à travers le jeu, la réflexion, etc., ça m'a fait beaucoup évoluer. Je pense que c'est une grosse part de mon éducation. Et c'était important pour moi de prendre le relais un petit peu pour, à mon tour, animer aussi. C'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et pouvoir créer des jeux, les mettre en place et voir des enfants qui s'amusent et qui en redemandent et qui s'occupent, enfin, qui ont le sourire à la fin d'un jeu ou je sais pas, qui comprennent l'objectif et qui sont à fond. Ben, c'est quelque chose, moi, qui me remplit de joie, on va dire. Et ouais, c'est super important, même créer un lien avec les jeunes. Quand on joue, c'est pas que dans un sens, c'est pas que les jeunes entre eux, c'est tout le monde ensemble. Du coup, forcément, t'apprends à connaître les enfants, enfin, non, t'apprends à connaître les jeunes avec leurs réactions aussi, et eux, ils apprennent à te connaître, et puis t'es obligé, ouais, encore une fois, de collaborer, t'es obligé de te comprendre. Et il y a certains jeux qui s'y prêtent mieux que d'autres. Enfin, comme tu le citais, il y a des jeux qui demandent plus de collaboration que d'autres. Dans une partie de foot, il y a une personne qui peut être super douée en dribble et qui joue toute seule. Il y a des types de grands jeux qu'on peut organiser en extérieur ou de jeux de société qui obligent et qui poussent à plus de collaboration entre les personnes au sein d'une équipe, à une répartition de rôles desquels on ne peut pas sortir et qui aident à valoriser chacun à l'intérieur du groupe. Alors, figurez-vous que certains ont réfléchi avant nous à la question du jeu, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a différentes approches par rapport au jeu. Il pourrait y avoir une approche historique. On sait aujourd'hui que le plus vieux jeu retrouvé date d'il y a 5000 ans en Mésopotamie. Donc, ce n'est pas quelque chose de récent. Platon et Socrate parlaient eux-mêmes de certains types de jeux. Les escadrons romains, les groupements romains jouaient également, et pas qu'avec Astérix et Obélix. Donc le jeu fait partie intégrante et voilà, selon la porte d'entrée qu'on prend, historique, philosophique, etc., on peut découvrir différentes choses. Je vous propose de vous partager une citation de Johann Huizinga, qui est un spécialiste de la question du jeu, qui parle, lui, de Homo ludens. Donc vous savez, l'Homo erectus, l'Homo faber, et ben là on est sur l'Homo ludens, et donc il ne daterait pas d'aujourd'hui.
Johan Huizinga nous dit que le jeu fait partie intégrante de toutes les cultures, une des plus anciennes interactions sociales humaines. Ce sont des expressions formalisées qui permettent aux gens d'aller au-delà de l'imagination immédiate et de l'activité physique directe. Il ajoute aussi dans son livre que le jeu précède la culture même, parce que les animaux, par exemple, n'ont pas attendu l'être humain pour commencer à jouer. Or, pour qu'il y ait société, pour qu'il y ait culture, il faut des humains. Si les animaux ne nous ont pas attendus, et on le voit au quotidien, c'est que le jeu fait partie de l'interaction sociale bien avant la construction d'une société humaine. On voit pour autant que le jeu, c'est aussi un marqueur de statut social. On n'a pas tous joué au même jeu en fonction des milieux sociaux dans lesquels on a grandi, aussi marqueur d'événements culturels et sociétaux. Les générations n'ont pas joué au même jeu, que ce soit des objets physiques, que ce soit des types de jeux dans la cour de récré. Certaines générations étaient plus sur les billes, les POG, d'autres types de jeux en fonction. Alors parfois ça revient, mais on voit là qu'il y a un marqueur social et sociétal important. Et derrière ça, il y a aussi une vision du monde qui est partagée en fonction des objets qu'on met entre les mains des enfants. Comment la citation de Johan Huizinga fait écho en vous? Moi, la première image qui m'est venue en tête quand tu as commencé à en parler, Anne-Flore, c'est une image de deux louveteaux qui jouent ensemble, qu'on a eu l'occasion de voir de loin. Du moins, d'aucuns disent que c'était vraiment des louveteaux qu'on a vus. Yoshua, un autre confrère salésien avec qui on était en camp, continue à le tenir, de deux louveteaux qui jouaient ensemble à distance au milieu de la montagne, et dû à quel point c'était l'apprentissage aussi pour eux de relations sociales. On sait que les meutes de loups sont des lieux assez organisés en fait socialement, et de se dire à quel point pour eux c'est une manière de rentrer et de faire une forme de... Alors peut-être que le terme de société est impropre, mais en tout cas de constituer un collectif. Et l'autre image qui me venait en tête quand tu en parlais est celle d'une famille, d'une des jeunes que j'accompagnais dans le cadre du foyer, qui était en pauvreté relationnelle en fait au sein de la famille, et d'avoir souvenir de voir cet enfant de 2 ans qui se baladait avec son masque en essayant de jouer avec des adultes qui étaient tous sur leur téléphone et qui le remettaient à distance, et de sentir ce goût, cet appétit. Je ne sais pas si on peut l'appeler naturel, mais en tout cas spontané, de la part du jeune, mais j'ai besoin de jouer, j'ai besoin d'aller explorer le monde, et ça se fait à travers l'imaginaire, à travers l'interaction qu'on va avoir. Regarde, j'ai un mage, je joue, je suis ceci, je suis cela. Et ouais, de se remettre en tête à quel point c'est essentiel dans la capacité à grandir, de passer d'un monde imaginaire qu'on teste à travers des actes réels et qu'on teste dans l'interaction aux autres, et que ça doit être... ô combien stimulé aujourd'hui. Je ne saurais pas dire d'où ça vient, je ne suis pas paléoanthropologue. Ouais, je rejoins en tout cas Johan Huizinga sur le fait que c'est essentiel dans la constitution même de qui nous sommes, êtres humains. Moi, je pense au départ, c'est un besoin un peu de fuir le temps dans le sens de s'occuper, mais après, ça devient essentiel dans le développement de tout le monde, je pense. Mais je pense par exemple à mes frères et sœurs. Je sais pas ce qu'on aurait fait si on pouvait pas jouer, parce qu'on a passé beaucoup de temps avec les Lego par exemple. Et ben ça a créé un vrai lien entre nous, bah ouais, on passait des après-midi ensemble, et sans le rassemblement qu'est le jeu, je ne sais pas comment on se serait retrouvés dans la même salle, quoi. Donc ouais, créateur de liens sociaux pour sûr. Alors, dans la continuité de ce que je disais, on le voit aujourd'hui, le jeu est une science. Il y a des masters, notamment à Paris 13, sur la science du jeu. Et donc, Gilles Brougère, qui est professeur de sciences de l'éducation et qui est responsable de ce master, nous donne une définition en 5 points de ce qu'est un jeu, pour essayer de, quand est-ce qu'il y a jeu, quand est-ce que ce n'est plus un jeu. Lui parle de fiction réelle, donc ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait de s'inventer une vie de second degré. Le jeu prend toujours place, en fait, dans un cadre spatio-temporel qui est déterminé, qui est donné et qui implique une métacommunication propre à ce jeu-là. Et en général, le joueur s'y investit avec autant de sérieux que dans la réalité. Et on le voit parce que dans une cour de récré, dans les bois, quand on voit des enfants jouer, il n'y a rien de plus sérieux qu'un enfant qui joue. Un des autres aspects, c'est la décision du joueur. Il n'y a de jeu que si le joueur le décide. On l'a vu, alors j'ai partagé quelques camps avec Alban, quand un enfant, un adolescent ne veut pas jouer, on a beau lui dire « viens, ça va être sympa », alors on peut essayer de le convaincre avec les plus beaux arguments du monde, et on essaye. S'il ne se décide pas à rentrer dans la dynamique de jeu, dans la dynamique relationnelle, même s'il est là physiquement, il n'y aura pas jeu, il n'y aura pas d'interaction. Ça renvoie vraiment à sa capacité de décision, d'entrer dans le jeu, et puis du coup aux décisions qu'il prendra pendant le jeu. Que si je suis là mais qu'en fait je ne fais rien, je ne décide de rien, il n'y a pas vraiment jeu. On l'évoquait dans la partie plus brainstorming, on parlait de la nécessité de la règle, sur le fait qu'elle vient structurer le jeu. C'est aussi
un objet d'acceptation collective. On connaît tous le jeu du Uno, il y a autant de manières d'y jouer que de joueurs. Si en début de jeu, on ne se met pas d'accord sur est-ce qu'on peut additionner les cartes du plus 4, est-ce que le plus 2 va avec le plus 4, combien de cartes je peux mettre les unes à la suite des autres, en fait, on ne pourra pas jouer ensemble. On pourra jouer l'un à côté de l'autre, mais pas ensemble. Et que c'est cette nécessité de la règle qu'on évoquait en introduction qui vient vraiment permettre le être ensemble. Flore le disait tout à l'heure, quand on joue, quelque part, c'est pas vrai. En tout cas, après, quand le jeu est terminé, le cours de la vie habituel reprend, en étant un peu modifié par les interactions qu'on a eues, on l'espère, mais je suis de nouveau qui j'étais une demi-heure avant le jeu. Donc il y a une forme de frivolité, il n'y a pas de vraies conséquences sur la réalité. Donc le choix, la décision que je vais faire dans le jeu, l'implication que je vais y mettre, ne va pas venir mettre en insécurité ma vie, ou ne va pas radicalement modifier ma vie du jour au lendemain. Et c'est ce qui nous permet de rentrer dans des nouvelles expériences avec une prise de risque assez confortable, parce qu'on n'a pas besoin d'être freiné par cette prise de risque. On sait que la conséquence sera minime. Et c'est ce qui nous rend plus créatifs et force de proposition là-dedans, on peut alors se surpasser. Et enfin, et c'est un critère important, c'est l'incertitude. C'est ça qui est le moteur du jeu. Le jeu n'est jamais deux fois pareil et on ne sait pas à l'avance quelles vont être les péripéties du jeu, qui va gagner. J'ai souvenir d'avoir joué aux jeux vidéo avec mon grand frère. Quand on jouait à des jeux de course, il y avait toujours un seul vainqueur et ça n'a jamais été moi. C'était pas un jeu. Lui, il trouvait peut-être ça rigolo. Moi, je m'acharnais, mais c'était pas du jeu pour moi. Moi, je voulais le battre et j'avais un ego à chaque fois blessé, surdimensionné qui revenait pour aller le battre. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais le battre, mais ça, on verra une autre fois. Je lui lance l'invitation. Mais il n'y a pas jeu si pour les deux, on sait déjà qui va gagner. Et on le voit quand parfois il y a des situations de harcèlement, de moquerie. Celui qui fait du mal à l'autre dit « mais c'était un jeu ». Non, à partir du moment où ça blesse l'autre, où on sait déjà comment ça va terminer, c'est pas un jeu. Et ces 5 critères-là sont importants, même parce que vous êtes tous les deux animateurs dans des espaces différents et souvent dans le service Don Bosco Jeunes. Ça nous donne aussi une idée de comment on va équilibrer les règles, comment on va équilibrer les équipes, comment peut-être à un moment dans le jeu, nous, en tant qu'animateurs, on voit que une équipe prend tellement le dessus ou un joueur prend tellement le dessus, qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre aux autres de trouver leur place? Je ne sais pas comment vous réagissez à ces 5 critères. Est-ce que c'est des choses que vous avez en tête quand vous préparez des jeux? Ouais, déjà moi je suis d'accord avec le fait que le jeu c'est un choix. C'est ce qui le différencie pour moi du travail, enfin d'un devoir obligatoire. C'est parce que le jeu tu choisis, du coup ça fait que si tu le choisis t'es forcément plus impliqué dedans et que on n'attend pas d'effet direct d'un jeu. Du coup on le fait que pour le plaisir. Et à la fois t'as un objectif concret dans le jeu, ce qui te pousse à être motivé. Par exemple, je sais pas, si je travaille demain, je fais un exercice, et je vois pas l'effet direct. Enfin, je vais savoir, je vais apprendre des choses, mais c'est pas forcément concret pour moi ou c'est pas appliqué à la vie réelle. Alors qu'un jeu, t'as direct les aboutissements, non Conséquent. les conséquences où tu vas avancer d'une case, ou tu vas gagner des cartes, ou j'en sais rien. Il y a un effet plus immédiat qui permet de mesurer aussi l'avancée, de T'es continuer plus à rester engagé aussi. stimulé. Ouais. Jean-Marie Petitclerc, dans son livre sur les 12 mots-clés de la pédagogie salésienne, qu'on vous recommande fortement, bien évidemment, dans la question du jeu, évoque aussi le fait que le jeu soit générateur d'efforts, c'est-à-dire que si ça ne me pousse pas à me surpasser, ce n'est pas un jeu, et qu'il soit totalisant, donc qu'il prenne en compte toutes les dimensions de mon être. Alors selon le jeu, quand on fait une partie de Codenames, ce n'est pas tant l'aspect physique de mon corps qui va être mis en action, mais de se dire que en fait, dans la journée de l'enfant, du jeune, de l'adulte, toutes ces dimensions-là puissent être prises en compte dans des espaces de jeu différents. Ouais, moi je réagirais en insistant sur les dimensions d'incertitude et de décision. C'est ça qui fait qu'on se met en jeu dedans. On attend des décisions de moi et ça va avoir un impact sur le résultat du jeu derrière. Donc ça vaut la peine que je m'investisse, ça vaut la peine que je me mette en jeu. Ça ne dépend pas juste de mes capacités, ça dépend aussi de ma volonté et des décisions que je vais poser. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment très, très responsabilisant et c'est quelque chose qu'on va vraiment rechercher dans le jeu. Moi, j'aurais peut-être rajouté 2 choses à cette définition-là. Une chose qui en particulier me semble essentielle à l'adolescence, c'est que le jeu soit fondé sur l'enthousiasme. Donc dans la libre adhésion d'accord au jeu, mais aussi sur le fait de partir des élans, quoi. Qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me porte vers l'avant. On sait aujourd'hui en neuropsychologie que les circuits cérébraux ne sont pas tous matures à la même période. En particulier, les circuits de la peur sont matures qu'à 25 ans,
Alors que ceux de l'enthousiasme sont matures à 15 ans. Ce qui fait que quand en éducation, on va vers un jeune en disant « Ah, mais si tu étudies pas, tu auras pas de carrière derrière. Si tu fais pas ceci, voilà ce que ça aura comme conséquence. » En fait, on insiste essentiellement sur la peur et ça fonctionne pas du tout, juste parce que cérébralement, le jeune en face de moi n'est pas câblé pour pouvoir comprendre ça. Or, il est câblé pour pouvoir comprendre du jeu, pour pouvoir comprendre de l'expérimentation, du aller tester, du se mettre en jeu, du prendre du plaisir et être conforté là-dedans et construire vraiment de manière constructive plutôt que de manière restrictive. Je crois que c'est essentiel dans la pédagogie salésienne qui se veut préventive, donc plutôt à appuyer sur des points forts qu'à passer son temps à appuyer sur des limites de la personne en face. Et donc, je dirais le jeu fondé sur l'enthousiasme est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi. Puis la deuxième chose peut-être que je rajouterais, c'est que le jeu pour moi c'est vraiment une métaphore de la vie. En fait, on vit dans un monde où on n'a pas choisi toutes les règles. J'ai pas choisi l'heure à laquelle se levait le soleil et à laquelle il se couchait. J'ai pas choisi les saisons. J'ai pas choisi la relation E égale MC2 ou plein d'autres lois physiques qui s'imposent à moi pour vivre. Si on va plus loin, j'ai même pas choisi d'exister d'ailleurs, mais et il faut que je fasse avec ces règles-là qui me dépassent et que pour autant, j'ai un pouvoir de décision, j'ai un pouvoir de créativité au milieu de ça et ça passe par l'interaction avec d'autres personnes. Donc ouais, pour moi, c'est une vraie métaphore de la vie, le jeu. Comme tu disais aussi, ça n'a pas d'impact sur ta vie réelle, donc toutes les décisions que tu prends, enfin c'est en lien avec ce que vous disiez tous les deux, c'est indolore. C'est indolore pour le joueur, quoi. Il peut tester librement tout ce qu'il veut. Flore, par rapport à tout ça, toi, comment le jeu t'a construit, que ça soit dans ton cœur, dans ton cerveau, dans ton âme, mais aussi au travers de tes relations et même dans ta famille du coup? Bah, du coup, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est central à mon éducation. Déjà, bah, du coup, dans ma famille, pour créer un lien avec mes frères et sœurs, aussi avec mes parents, pour pas que ce soit non plus une éducation hyper verticale, quoi. De jouer tous ensemble, on est tous au même niveau, quand on a des rôles similaires, il n'y a pas un au-dessus de l'autre. Et puis aussi l'envie un peu de m'améliorer, parce que par exemple, on jouait beaucoup au Lego, bah, j'étais un peu jalouse de ce que faisait mon frère. Et du coup, forcément, j'avais envie de devenir meilleure, d'être plus créative ou quoi, parce que bah, recopier, après, je gagnais rien à recopier ce qu'il faisait, quoi. Et puis aussi, du coup, je faisais beaucoup de camps, j'en fais toujours. Et là, c'est pas la même place que dans la famille. On part de zéro quand on n'est pas les gens, donc on est obligé un peu d'imposer sa personnalité, enfin pas dans la force, mais de se faire comprendre par les autres et ouais, de parler avec l'autre, de vivre en société, quoi. Et du coup, le jeu, c'est une manière aussi de se rapprocher des gens, de prendre sa place dans le groupe. Et je pense que ça m'a appris beaucoup de choses, même dans la vie de tous les jours maintenant, d'arriver dans un groupe et arriver à être à l'aise avec le groupe, parce que même si c'est pas pour imposer une idée ou quoi, je sais que j'ai pas forcément peur de parler aux gens et je suis sûre que ça a un lien avec tous les jeux que j'ai pu faire. Et puis aussi, j'ai beaucoup d'amitiés qui se sont créées à partir du jeu. Moi, je pense, en fait, par exemple, en primaire, bah, forcément, tout passe par le jeu dans la création, etc. Et maintenant, dès que je fais des camps, on se retrouve forcément à un moment autour d'une table, autour d'un jeu. Et après, ça va aboutir à des discussions, des trucs comme ça. Mais du coup, c'est un moment partagé. Et le lendemain, on peut aller voir les personnes en rappelant d'un souvenir passé. Enfin, du coup, du jeu de la veille, par exemple. Et forcément, ça crée un lien social. Du coup, toutes ces relations-là, elles sont liées au jeu. Et elles m'ont apporté beaucoup. Donc, je pense que le jeu, indirectement, il m'a beaucoup construite. Et toi, Albin, également, comment le jeu t'a construit, a construit tes relations et ta manière d'être au quotidien? Il y a des choses que Flore disait sur lesquelles je ne vais peut-être pas revenir, sur la place du jeu dans le cadre familial, même si j'insisterai peut-être sur la dimension intergénérationnelle du jeu dans le cadre familial. Moi, j'ai beaucoup joué avec mes grands-parents, mes grands-oncles et grandes-tantes, et même avec mon arrière-grand-mère, avec qui on jouait à la manie, qui se rapproche un peu de la belote. Et je sais que ça a été... Enfin, j'aurais eu peu de lien avec elle si ça n'avait pas été à travers ce prétexte du jeu. Donc voilà, ça a été important pour moi pour créer les relations familiales avec aussi mes frères et sœurs. Un autre lieu pour moi qui a été important, c'est le scoutisme. Donc j'ai passé pas mal, toutes mes années en tant que jeune. Et le jeu contribue à créer une ambiance de confiance. Enfin, ça fait tomber les barrières. On ose se mettre en scène. On ose se mettre en jeu, se montrer sous un autre visage parce qu'il n'y a pas d'enjeu, justement, on retourne à la vie réelle après. Et ça, moi, ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi
Et je rajouterais, je crois que c'est une richesse de la langue française que le verbe jouer est aussi utilisé pour la musique. On joue d'un instrument de musique où on a des règles qui sont données, c'est des notes marquées sur la partition, mais dans la manière de les interpréter, la place qu'on va donner à chacun au sein de l'orchestre. Moi, j'ai beaucoup joué en orchestre. Je crois que c'est un autre lieu où j'ai expérimenté le jeu. On pourrait en parler, alors ça, c'est pas le cas dans ma vie, mais aussi pour le jeu de théâtre. On joue une pièce de théâtre et je crois que c'est d'autres lieux d'apprentissage du jeu et qui rejoignent un peu ce côté-là de la prise de confiance en soi. Et si aujourd'hui je suis éducateur, animateur, je le dois beaucoup à avoir eu la capacité de prendre confiance en moi et de me mettre en jeu. Et c'est ça qui m'aide aujourd'hui à prendre la parole devant des jeunes sans me sentir gêné en disant que même quand c'est sérieux, il y a toujours une dimension de jeu et je peux toujours retourner à une part de vie plus confortable. Et même dans un orchestre aussi, apprendre à s'adapter aux autres. Dans un groupe aussi de jeu, tu peux pas être le seul à parler, à prendre des décisions. Et encore plus quand tu as un orchestre, tu dois être patient parce que les réglages ils se font pas qu'avec toi, etc. Donc c'est important aussi de comprendre sa place dans un groupe, vivre en société après plus tard. On repère à quel point le jeu a un impact dans vos vies. Donc, comment faire un podcast sans une petite pause ludique? C'est important. Je crois aussi, oui. Du coup, pour notre petite pause ludique, car rappelons-le, le jeu, c'est tout simplement la vie, notre belle régie qui est composée d'Anaïs et Inès, rappelons-le, a choisi des mots que nous allons devoir deviner. 2 équipes, Alban et Flore, contre Anne-Flore et Maïline. Ok, ça va pour vous? Ouais, trop facile. Trop facile. Du coup, on parie sur une victoire de Maïline et Anne-Flore. Voilà. Le concept est simple. Nous avons 15 secondes pour que l'un des membres de notre équipe fasse deviner des mots en lien avec le thème à son coéquipier. C'est parti pour 2 manches. La première, on peut dire ce qu'on veut, mais pas les mots de la même racine et pas de traduction. Interdit. Et la deuxième manche, on peut dire qu'un mot. Rappelons tout de même que arc-en-ciel ne fait qu'un mot, comme Anne-Flore n'est qu'une seule personne. Est-ce que vous êtes prêtes, les girls? Nous, Ouais. on est au taquet, ouais. Nous, on est au taquet aussi. Juste avant, on va se munir d'un chronomètre. Nous allons laisser la main à nos invités du jour, Maïline. Nous allons être corrects tout de même. Tout à fait. Vous avez les petits papiers en votre possession. Qui commence à faire deviner à l'autre? Vas-y. Alors, Les en main. attention, Flore, 15 secondes. Laisse-moi te dire que c'est très rapide. 3, 2, respire encore un peu parce que je te sens tendu, Flore. Voilà, on se détend. Alban, concentre-toi, réunis toutes tes énergies. C'est quand même notre honneur devant toute la France qui est en jeu. La France La et la Belgique. Belgique francophone et la Tunisie. 3, 2, 1, c'est parti. Qu'elles vont faire à la fin de la partie? Gagner? Perdre? Bah oui. Ce que mon père fait tout le temps. Tricher? Ouais. Toi, t'en as fait quand t'étais jeune? Du scoutisme? Exact. Fin du temps réglementaire. Ok. Oh, À 15 secondes, c'est chaud. oh, C'est chaud. Maïline, est-ce que tu veux commencer? Allez, oh, Je wow. stresse, là, je tremble. Alban, merci On de met reconnaître chrono. notre Trois. victoire. Attends, J'ai gagné. il s'est perdu. Il est contre moi. En fait, on l'a payé. Tu ne le sais pas, mais nous avons payé Alban. 3, 2, 1, top. Ok, on est tous ici, du coup ça fait qu'on a créé un Groupe, Non, un jeu, une ambiance, un podcast. on va un- passer. Hein. Euh, dans un grand jeu, il faut rajouter une partie où il y a des costumes, des déguisements. Un imaginaire. tu vois. Et top, Et c'est bah- fini. oh, waouh. Ah ouais. Ok, on va Ah ouais. revenir, on va revenir. On va... On va revenir. Désolée, C'est cool. 3, camarade. 2, 1, c'est parti. Un grand jeu sportif, pendant un camp, on appelle ça en général des... Comme ce qu'il y a eu à Paris cet été. Jeux olympiques. Et du Jeux coup, le jeu, olympiques. c'est des... Olympiade. Ok. Fin du temps réglementaire. Désolée. 3, 2, 1, top, c'est parti. Éducateur, mais il fait de l'animation. Animateur. Ça marche pas, c'est la même racine. Animation. C'est vrai. Internet, Wi-Fi, ça crée du lien. Connexion. Quand je joue au foot, il y a un élément important. Un ballon. Et le soir, C'est fini. Je tenais à faire remarquer que tu as déballé le mot devant mes yeux. J'ai fermé les C'est yeux vrai. tout le long pour pas regarder. Je n'ai pas triché. C'est C'est la beau, première fois c'est de beau. ma vie. C'est ça, Que du coup c'est Anne-Flore qui a triché à la place. Ok, c'est une bonne alors, histoire. 3, 2, 1, c'est parti. C'est pour compter le temps, c'est des grains. Un chronomètre, qui un s'écoulent. sablier. Exact. Wesh. Les femmes, elles en ont et ça c'est le cadre d'un jeu. Très très bon, non, c'est génial, c'est génial. les femmes, Elles en ont, c'est dans le cadre de... cadre Ouais, d'un jeu. ouais, C'est à c'est moi. toi. Top, 4 c'est mètres. parti. Ok, nous on adore ça, il faut gagner du coup, c'est une... Victoire, Bah un jeu, non, c'est de... tu peux perdre ou gagner du coup. Tu défaite, gagner. Mais vas-y, avance. je vas- Ouais, comprends ouais, pas. ouais. Bah justement, t'as triché sur ce mot-là. Animation, animateur. Ouais, tu lances quelque chose pour faire le jeu de loi. Quand on est ensemble, on est dans un groupe, on fait une...
Il y a- Fiesta. Non, il y a deux groupes qui s'affrontent, c'est deux. Quoi? deux- Équipe? Voilà. Ah, pardon. C'était ça. Pour faire avancer ton personnage. Le contraire de la défaite. La victoire. Dans un groupe, quand on génère un truc positif pour que tout le monde aille dans le même sens et que c'est sympa. Coopération. Non, mais c'était pas loin. Mais on va passer celui-là aussi, il est nul. Le jeu, C'est Alban, on a fini, parlé, c'est c'est enthousiasmant. Le soir, c'est un jeu. Une le veillée. soir. Exact. Un truc écolo, c'est un mot en 4 lettres. Les règles! Exact. C'est un Stop. festival. Ok, du coup, il y a des gagnants, des perdants, il y a 2 équipes. Et du coup, on va ça. Quand tu es de sport, tu vas à une. Compétition. Oui, pour faire un imaginaire, du coup, tu mets des vêtements. Des de toi. déguisements. Oui. déguisements. Pour ensemble, en équipe, il faut forcément. Cohésion. Quand on est ensemble tous au même endroit, on fait Rassemblement. un truc qui est motivant, il est aussi Impliquant, émulation, coopération, pas loin. défi. Stop. Ok, Oh, bah oui. désolé. Oh, waouh. Et toi, t'as pas les derniers? Et non, Si, concentre-toi, il y en a un que t'avais commencé à me faire deviner. non. Ça va la triche Vas-y, top. 3, 2, 1, stop, c'est parti. On les lance au jeu de loi pour avancer. Des dés. Et donc, on est dans l'émulation, l'enthousiasme. Coopération, Non. entraide, Un truc cohérence qu'on cardiaque, prend quand on a besoin de plus d'énergie. de chakra, du mouvement. Les hommes peuvent en prendre. Ok, c'est fini. Oh waouh. Alors, la Ouais, première manche est accordée à Flore et Alban. Olé. Et nous passons à la deuxième manche. Nous rappelons que pour la deuxième manche, on ne peut dire qu'un seul mot. Oh là. Ouais, on vous laisse Une heure. commencer. Merci. Merci. 1, 2, 3. Louveteau, Connexion, cohésion, moi, règles, jouer. dés. Louveteau, scout. Non. Scoutisme. Et bah, super. jouer. Et c'est fini. Jeu. Ok, cool Louveteau, comme nom. ouais, j'avais. Sport. Compétition. Non, Olympiade. Groupe. Équipe. Personnage. Imaginaire. Non. Déguisement. Non, je sais pas. Tiep. Soirée. Veiller. Sang. Règle. Ensemble. Rassemblement. Je sais pas, Cohésion. Connexion. Écolo. Pion. Habit. Déguisement. Sport. Olympiade compétition. Exact. Stop. Viagra. Testostérone. Stimulant. Foot. Ballon. Déguisement. Imaginaire. Éducateur. Stop. Canin. Canon. C'était animateur. Lien. Rassemblement. Cohésion. Père. Jeton. Ballon. Je sais pas. Jeton. Dé. Pion. Grain. Sablier. Jeton. Pion. Dé. C'est Challenge. fini. Ça marche pas, c'est la traduction. Ensemble. Rassemblement, groupe, connexion. Connexion, Ok. interconnexion. Perdre. Gagner. Tricher. Non. Triche. perdre. Personne. Pion. Non, Stop. c'est vraiment trop nul. Non, C'est pas grave, c'est C'est la ok. catastrophe, notre C'est deuxième ok. partie. Wi-Fi. Connexion. Gagner. Perdre. Tricher. Jacques-Olivier. Tricher. Triche. Défaite. Victoire. Éducateur. Animateur. Ensemble. Cohésion. Écolo. Défi. Ah, c'était ça le écolo. Voilà, D'accord. défi écologie, Ouais, ça se tient. Bravo. Il est l'heure d'annoncer les résultats de cette partie. On a gagné. Yeah. C'est mignon, autant Ouais, d'innocence. chacun sa réalité. Voilà. Et la victoire appartient à Avec cette affirmation. Maïline et Anne-Flo. Un Ouais. point près, c'est ça? Ah, C'est exactement. le rassemblement qui fait Ouais. ensemble qui a fait la différence. Ok. Ok. Réaction de mauvais perdant. Parfait. Eh bien, merci pour cette pause ludique. Sans transition, nous passons à la suite. Nous l'avons vu dans les mots du Time's Up, puisque c'était un copier-coller de ce jeu-là que nous avons fait. On parle de jeu, on parle d'animation. Flore, Alban, est-ce que vous pourriez nous dire pour vous ce que c'est qu'un animateur? Moi, je repartirais bien de anima, qui veut dire l'esprit. C'est celui qui apporte l'esprit, qui apporte l'enthousiasme au sein du groupe, qui crée la dynamique avant tout.
Dans l'animateur, on a tendance à voir un peu vite l'arbitre qui pose les règles. Je crois que c'est une tâche importante aussi, mais que la tâche première, elle est de créer de l'enthousiasme. Et du coup, tout ce qu'on peut mettre d'imaginaire et tout avec des jeunes pour créer cet enthousiasme-là, je crois que c'est vraiment une des tâches essentielles de l'animateur. Et toi, Flore, de ton point de vue, c'est quoi être une animatrice salésienne et comment tu l'incarnes? Bah, du coup, quand on parle d'une animateur, animatrice salésienne, c'est peut-être la différence avec une animatrice lambda. Euh, donc ça repose plus sur les Salésiens en général, l'éducation qui passe par les Salésiens. Par exemple, je sais pas, moi, quand je faisais des camps, eh ben, il n'y avait pas d'activité extérieure. On sortait pas du camp pour faire quelque chose, bah, je sais pas, faire un acrobranche ou quoi. Du coup, on est obligé, les animateurs, ils étaient obligés de créer des activités pour nous occuper, parce que bah, sinon on s'ennuyait ou quoi. Du coup, déjà, il y a chez les Salésiens, je pense, une envie d'innover, de faire de nouveaux jeux, de tenir occupé, etc. Et du coup, forcément, on amène plus de créativité, peut-être qu'à certains autres endroits. Enfin, j'inclus aussi le scoutisme, etc. C'est que on est, on est dans un état un peu euh, primaire. C'est peut-être un grand mot, mais on n'a pas forcément de distraction extérieure. Du coup, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Du coup, nous, donc il y a évidemment des jeux de société avec des cartes, etc. Mais il y a beaucoup de jeux aussi qui ont été inventés ou quoi et qui ne demandent que les gens. Donc pour moi, ça c'est une différence entre l'animation en général et l'animation chez les Salésiens. Et après, un animateur, une animatrice, pour moi c'est quelqu'un qui est là pour les jeunes dans toute situation, dans le sens que ce soit dans le jeu, mais aussi s'il y a besoin de parler ou quoi. C'est quelqu'un qui va pas forcément, enfin qui va dans tous les cas pas juger et qui est là pour le bien-être des autres, quoi, qui est attentif, euh, voilà, sans perdre de vue son rôle d'animateur. Quand on parle de jeu, on a souvent, régulièrement, tout le temps, des stéréotypes et des préjugés. Alors aujourd'hui, on parle de relations, de liens, de construction psychique et sociale. On peut dire aussi qu'il y a quelques stéréotypes et préjugés qui sont collés à certains types de jeux. On va aller très rapidement sur ça, Anne-Flore. On vous donne des exemples. Les échecs, Petit intello à lunettes. le Uno, Est-ce qu'il faut vraiment parler de ce jeu? le loup-garou, Un jeu de menteur. jeu de rôle, Alors là, c'est plutôt des gens qui ont besoin de s'inventer une vie car la leur n'est pas très fun. jeu sportif, Un gros truc de bourrin qui humilie les plus faibles, un vrai truc de validiste. la belote et le bridge, Alors plutôt réservé aux plus de 70 ans, l'exemple d'Alblanc nous l'a confirmé tout à l'heure, qui connaissent déjà les règles. Mais quand est-ce qu'ils les ont vraiment apprises? Parce que c'est un club très privé. le Monopoly, Un jeu capitaliste et briseur de famille et d'amitié, qui a déjà vu finir normalement une partie? et les jeux vidéo, Des gros no-life, peur des relations sociales, des petits jeunes ados qui puent enfermés dans leur chambre, de préférence en caleçon et chaussettes claquettes. Et si on sortait un peu de nos préjugés? Maïline, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le Monopoly? oui, avec plaisir. En fait, le Monopoly, déjà, il est presque partout, dans tous les foyers, mais je crois qu'il reste bien au fond des placards. Bon, ça, peut-être parce qu'on arrive à y jouer ensemble en famille ou pas trop, mais à la base, le Monopoly ne s'appelle pas Monopoly. Il a été inventé par une Américaine en 1902, Elizabeth Magie, et à la base, il s'appelle le Landlord's Game. C'est un jeu qui a pour but de mettre en évidence les personnes qui sont propriétaires fonciers. Et en fait, c'est un jeu qui dénonce totalement le capitalisme, créé par une femme qui n'est pas contente du capitalisme, parce que ça dessert aussi la cause des femmes et des personnes les plus démunies dans la société. Et du coup, elle décide de le sortir en 1900. Et puis après, il y a Charles Darrow qui est arrivé et qui a dit « Ce jeu est super, je le reprends, je mets mon nom dessus et je l'appelle le Monopoly parce qu'on fait une création des monopoles de richesse et donc du capitalisme pur. Je le mets dans tous les foyers, ça marche et c'est lui qui récolte l'argent. » C'est assez drôle dit comme ça parce qu'il a une utilité qui n'avait pas du tout la base pour sa création et qui dénonçait vraiment notre société actuelle. Et finalement, il finit dans nos placards en achetant des rues. C'est le contraire. Voilà. Merci Maïline. Alban, toi tu peux nous dire quelques mots sur les jeux vidéo peut-être? Ouais, je veux bien. On a l'image de l'ado boutonneux de 15 ans, tout seul derrière sa console, en effet. Or, je crois que la plupart d'entre nous jouent à des jeux vidéo. Les premiers jeux vidéo, c'est ceux qu'il y a sur smartphone.
Et je mets au défi les personnes qui écoutent ce podcast de se questionner s'ils n'ont pas eu un Candy Crush, un Subway Surfer ou un jeu de Mahjong qui a traîné sur leur téléphone au moins à un moment ou à un autre. Et peut-être de se questionner sur le nombre d'heures qu'elles y ont passé d'ailleurs. L'autre chose qu'on peut avoir en tête aussi, c'est que c'est source d'addiction. Pour ces jeunes garçons, en fait, il y a pas mal d'études qui ont montré que dans les jeux vidéo, il n'y a pas de dépendance physique. Donc il n'y a pas d'effet de sevrage. Si on s'arrête de jouer aux jeux vidéo, en fait, c'est possible du jour au lendemain d'arrêter de jouer aux jeux vidéo si on a changé d'environnement autour de nous. Et il n'y a pas de risque de rechute non plus après y avoir joué pendant un certain temps et avoir réussi à s'arrêter. Donc voilà, ça permet de sortir un peu de quelques préjugés. Une autre chose qu'ajoute Serge Tisseron, qui a fait pas mal de recherches sur le sujet, c'est de dire heureusement qu'il y a des jeux vidéo dans le monde d'aujourd'hui parce que c'est un des rares endroits où on apprend la coopération. À l'école qui est plutôt fondée sur la compétition, notre monde de manière générale qui est fondé sur la compétition, heureusement que pour des jeunes qui n'ont peut-être pas accès au milieu salésien ou du scoutisme dont on a parlé, il y a les jeux vidéo pour pouvoir apprendre une part de coopération. Donc moi je crois que c'est essentiel dans la construction de l'identité. J'ai plusieurs jeunes qui sont venus me témoigner qu'à une période de l'adolescence en effet où la construction de leur identité était un peu fragile, ça les avait aidés à prendre confiance en eux en incarnant un personnage qui n'était pas eux-mêmes justement, mais à travers lequel ils entraient en interaction avec d'autres personnes autour et qui aujourd'hui passent pas spécialement d'heures derrière les jeux vidéo. Ça a été une étape dans la construction de qui ils sont. Et en complément de ça, on vous invite à écouter les podcasts de France Culture sur la question des jeux vidéo. Ils ont sorti 4 épisodes là cette année qui nous permettent de traverser ce monde du jeu vidéo de différents points de vue très intéressants. Sur la série documentaire LSD. Et toi, Flore, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les jeux de rôle? Parce que les jeux de rôle, c'est un grand avantage, un peu comme les jeux vidéo pour moi, parce que tu incarnes un personnage qui n'est pas toi, du coup, et il faut essayer de s'adapter. Si c'est un jeu de rôle, il a forcément des actions, il a certains pouvoirs, etc. Et il est limité dans ses actions, et peut-être qu'il perd face à quelqu'un, mais il gagne face à d'autres. Et du coup, c'est intéressant aussi d'arriver à s'adapter à une autre réalité qui n'est pas vraiment une réalité. Mais c'est pas, je pense pas que ce soit un moyen de fuir sa propre réalité, mais c'est juste s'amuser en jouant dans le rôle de quelqu'un d'autre. Peut-être que ça peut aider à l'empathie aussi, Mm. en devant incarner des choses. Et puis même, on parlait de règles aussi, c'est dans ces règles-là qui sont très définies, là encore plus, parce que c'est comme si on devenait quelqu'un d'autre quoi, pendant le court instant d'un jeu. Et ben, tu as des règles définies qui te poussent à être créatif dans la manière d'agir, dans la manière de penser, dans tes stratégies, etc. Parce que tu dois rester dans le cadre des règles, et à la fois tu dois essayer de jouer le plus possible, quoi, De trouver des solutions, de Voilà. gagner. Ouais, du coup, ça t'apprend à réfléchir différemment aussi. Parce que tu es dans un autre environnement inconnu, nouveau. Et si on part plus en règle générale, Anne-Flore, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les jeux de société modernes? Et oui, il est fini le temps du risque et du Monopoly. Désolé pour les amateurs, mais aujourd'hui, il existe plein d'autres jeux. Ce serait un peu compliqué de chiffrer le nombre de nouveaux jeux qui sortent chaque année parce que c'est de l'ordre de la folie. Nous n'aurons jamais assez de temps dans toute la vie pour y jouer. Néanmoins, c'est intéressant de voir que les jeux prennent aujourd'hui une place. Je lisais récemment que 7 Français sur 10 ont prévu régulièrement d'offrir des jeux de société, que ce soit lors de Noël ou des anniversaires. Ce jeu-là, Alban nous parlait d'intergénérationnel, on parlait de famille, ça vient rassembler, le vrai sens de rassembler, c'est mettre ensemble et faire vivre quelque chose. Et dans ces jeux-là, il y a de tout. Il y a de la coopération, de l'opposition, il y a les fameux jeux qu'Alban évoquait sur Cartographers ou sur Welcome to the Moon, etc., où on a des informations communes, on crée une histoire qui va être propre à chacun, une évolution propre à chacun. Il y a aussi des enjeux d'apprentissage qui sont assez passionnants en lien avec les jeux de société. On voit aujourd'hui que tout peut s'apprendre par le jeu et particulièrement par les jeux de société. Par ailleurs, si on parle de jeux de société, c'est bien que la question de la règle, du faire équipe, faire opposition, vivre ensemble est au cœur de notre réalité, et ça depuis des années et des années. On peut vous recommander des jeux comme Catan, comme Azul notamment, qui sont des jeux de gestion, de réflexion, de stratégie, qui viennent aussi renouveler la typologie de jeu en termes de matériel pour que petits et grands y trouvent leur compte. Je ne crois pas qu'il y ait pas de jeu qui correspondent à quelqu'un dans la vie. Tout le monde, à mon avis, vu le nombre de créations qui existent à l'heure actuelle, pourrait trouver un jeu qui puisse le satisfaire et lui donner du goût. C'est ça l'enjeu du jeu.
donner du goût et passer un moment agréable. Et enfin, pour nous réconcilier avec les amateurs de jeux de rôle, on s'excuse pour les préjugés, mais ça fait partie de la caricature, on vous recommande l'excellent Yggdrasil, un jeu grandeur nature qui a lieu tous les ans à Farnières en Belgique, l'occasion de planter votre tente et de vivre au temps des Vikings. On peut aussi se poser la question de comment le jeu peut être au service d'un groupe et d'un projet à mener. Alban, est-ce que tu peux nous partager une expérience de groupe où le jeu a été moteur d'une évolution? Je l'évoquais au début, il y a un camp d'été auquel j'ai participé ces dernières années qui s'appelle Alpi Bosco, qui regroupe des jeunes du réseau Don Bosco Action Sociale, donc des jeunes qui vivent en foyer parce qu'ils n'ont pas les ressources familiales pour les accueillir dans le quotidien et pour qui la sociabilisation n'est pas toujours simple. On accueille moitié de mineurs non accompagnés qui n'ont pas toujours les codes culturels français, donc des mineurs étrangers en situation de migration, et puis une autre moitié de jeunes qui ont vécu souvent des traumatismes dans leur enfance, qui ont des problèmes avec la scolarité et de manière générale avec l'intégration sociale. Et un des buts de ce camp est d'apprendre à vivre ensemble. Là-dedans, on a des activités pour les accrocher, qui ne les fassent pas trop sortir de leur zone de confort. On va faire de l'acrobranche, on va faire des temps où on joue au foot, des temps où on est posé au bord du lac aussi. Mais ce n'est pas ça qui permet le plus de sociabilisation en fait. On se rend compte qu'un des temps essentiels dans ce camp-là, c'est le temps de la veillée. Alors c'est souvent difficile de faire entrer ces jeunes dans le cadre de la veillée. Au début, ils sont plutôt rétifs en disant « Ah, quoi, on va jouer, mais on n'est plus des enfants ». Il faut s'imaginer des adolescents qui ont pour la plupart 16 ou 17 ans. Et en fait, arrivé en fin de veillée, ça m'a particulièrement marqué cette année. Tous les jeunes étaient à chaque fois en disant « Ah, mais trop bien, on refait la même veillée demain, non ?» Et vraiment, ça les avait amenés à sortir de leur zone de confort, à découvrir d'autres relations avec les autres jeunes. Et c'est des veillées qui étaient sur des principes très simples. Ça a été une veillée autour de blind tests, ça a été une veillée autour de petits défis qu'ils devaient faire 2 à 2 pour monter dans une pyramide. Ça a été une veillée casino avec des petits stands où ils pouvaient gagner des jetons pour pouvoir aller acheter à manger ou à boire après avec ces jetons et cette monnaie fictive. Mais les jeunes, à chaque veillée, étaient rétifs et avaient du mal à rentrer dans la veillée. Et à chaque fois, en fin de veillée, ressortaient avec un enthousiasme renouvelé. Moi, je crois que ça les a amenés à prendre un petit peu confiance en eux et à être capables de briser la glace avec des jeunes que sinon, ils n'auraient pas rencontrés dans le cadre du camp. Ça me fait demander aussi comment travailler ensemble et vivre ensemble. Flore, est-ce que le jeu, selon toi, peut permettre de bâtir une société plus juste et humaine? On disait au début du podcast que les jeux, c'était un reflet de la société. Donc forcément, si on arrive à créer des liens plus humains et plus justes dans le jeu, peut-être que ça peut s'adapter à la vie réelle après, si c'est un réflexe qu'on prend. Je pense qu'il y a plein de thématiques qu'on peut aborder. Je ne sais pas si on peut toutes les aborder, parce qu'après on peut peut-être décrédibiliser l'objectif, mais je pense qu'on peut aborder à peu près tout par le jeu, et donc éduquer chaque joueur. Que ça crée du lien social, justement, et que c'est peut-être Le- l'essentiel c'est ça, du monde plus juste, en fait, quoi, Ouais. d'être capable Considérer de l'autre. donner une place à tout le monde, Ouais, quoi. c'est vrai. Du coup, Maïline, tu crois qu'on peut parler de démarche ou d'effets systémiques dans le jeu qui viendraient modifier en profondeur une société et un groupe? Oui, totalement. Pour reprendre un petit peu, toi, par rapport à ce que tu disais, Flore, est-ce que ça permet aussi de créer une société plus juste et plus humaine? En fait, la systémie, elle est totalement sociétale. Et aujourd'hui, tout ce qui nous entoure, c'est ce qui nous fait vivre, évoluer, et par les jouets qu'on trouve en magasin aussi, qui peut être plus ou moins genré. C'est par cette éducation-là où on arrive à se prêter les choses, à s'ancrer dans qui est l'autre, qui je suis, et connecter notre cerveau, qu'on va réussir justement à arrêter de se mettre dans des cases et à évoluer grâce à cette systémie. En fait, la systémie, c'est faire corps pour aller plus loin. C'est plusieurs cerveaux ensemble, et ça, c'est précieux parce que ça aide à toujours créer plus, mais dans une intelligence qui est dite collective. Faire groupe, c'est être ensemble pour créer, réfléchir et penser. On parle alors vraiment de collaboration, et donc là, on va sur des termes de co-création, co-réflexion, co-pensée. Une approche systémique et un système même, parce que être ensemble, nous tous les 4 autour de la table, et même avec Anaïs et Inès qui sont à côté, on est un système à nous, à ce moment donné, à cet instant, à cet endroit. Et donc, c'est l'inverse du système qui est dit linéaire, où je pourrais être juste en face de Flore, on est ensemble, on s'échange sans forcément créer, co-créer ensemble, penser et arriver au résultat du podcast qui est aujourd'hui. Et ce fait d'avoir plusieurs possibilités, ça nous amène à une arborescence et une multitude de résultats qui n'ont pas besoin d'être justes, mais qui sont précieux parce qu'ils correspondent à l'ensemble de personnes qui sont dans le système.
c'est vrai qu'on n'a pas abordé ça, le fait... Enfin, les jeux, c'est une vraie part de l'éducation. Du coup, si on touche aux jeux pour éduquer de façon plus juste, plus humaine, et ben forcément, ça crée des humains plus justes et plus humains. Là, tu parlais des jouets genrés. En vrai, enfin, on est encore dedans totalement, hein, que ce soit le rose, le bleu, la petite dinette ou le ballon. Forcément, ça ancre des clichés en nous. Et du coup, si on enlève toutes ces barrières-là de genre ou de... Enfin, toutes les limites qu'il y a, hein, et ben forcément, ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer d'une façon plus saine et ça crée des humains plus ouverts aux autres et moins stéréotypés. Merci Maïline, merci Flore. Est-ce que l'un ou l'autre, vous auriez des ressources à nous partager sur cette question-là? Alors évidemment, on vous a posé la question un peu en amont de l'enregistrement pour que vous puissiez puiser dans ce qui vous nourrit au quotidien. Ça peut être une chanson, ça peut être un livre, un film, un type de jeu vidéo. Alban, est-ce que tu voudrais nous partager l'une ou l'autre chose, s'il te plaît? Moi, je veux bien vous partager deux choses, peut-être pour sortir un peu, on a parlé de pas mal de jeux de société, je crois d'ailleurs qu'il y en a une recension à la fin du super livre Faire grandir les talents de nos enfants. Mais pour sortir un peu de juste présenter tel ou tel type de jeu, on n'a pas parlé là pour l'instant dans ce podcast des serious games, des jeux qui nous servent à apprendre et qui sont utilisés plus dans des cadres de formation. Mais il y a la famille salésienne qui lance cette année la fresque éduquée avec Don Bosco, qui est une forme de jeu pour partager nos expériences autour de l'éducation et puis se former, apprendre de nouvelles choses sur quel regard porter sur le jeune, comment mieux connaître ses besoins, l'environnement dans lequel il grandit et les clés de la pédagogie salésienne pour pouvoir y vivre. Donc ce serait une première piste, une première ressource à proposer, la fresque éduquée avec Don Bosco, de pouvoir peut-être demander à pouvoir en animer une par chez vous. Et puis la deuxième, pour prendre un peu de recul sur cette question du jeu comme métaphore de la vie, c'est un livre de Julien Davorex qui fait un podcast qui s'appelle Sismique et son livre s'appelle Le monde change et on n'y comprend rien et où il parle justement de la vie comme le jeu de la vie où on ne choisit pas toutes les règles autour de nous. Il y a différents niveaux de règles entre les règles physiques, entre les règles sociales sur lesquelles on se met d'accord et puis les règles derrière familiales dans tel ou tel endroit et même les règles personnelles et dire comment est-ce qu'on interagit avec ces différents niveaux de règles et comment est-ce que la vie en elle-même est un jeu. Merci Alban. Flore, tu aurais une ressource ou plusieurs ressources à nous partager? Je pense que ma ressource à moi, c'est mon expérience en tant que jeune animée. Parce que du coup, j'ai passé beaucoup de temps dans des camps, même des journées d'animation. À chaque fois, c'était des jeux différents. Forcément, ça m'inspire à chaque fois que je dois animer à mon tour parce que je puise dans du coup toutes ces ressources-là pour créer à mon tour des jeux ou les améliorer, les rendre différents. Donc je pense que c'est la meilleure des ressources, c'est mon expérience. Moi, en ressources, je vous propose le site donboscojeune.net, qui est le site du service Don Bosco Jeunes. Sur la catégorie, sur l'onglet ressources, vous retrouvez là pas mal de propositions de jeux, alors pourquoi pas de temps de prière, d'animation, etc. Ça peut être une ressource pour animer au quotidien. Et en ressources, alors que ce soit familiale ou en tout cas de groupe, quand je parlais des jeux de société tout à l'heure, je ne l'ai pas cité, mais ceux qui me connaissent bien connaissent ma passion pour les aventuriers du rail. En fait, il en existe un nombre assez incalculable. J'ai essayé de compter de tête, mais je crois que c'est plus d'une quarantaine d'adaptations, passant de la version pour enfants où on apprend à commencer à gérer des ressources, à organiser une stratégie, à avoir un objectif, à des versions pour adultes, pour les joueurs débutants, pour les joueurs plus expérimentés. C'est un jeu où on construit des chemins de fer pour se déplacer et rejoindre des destinations en fonction des objectifs fixés. Et alors voilà, à chaque boîte sa spécialité, mais cela permet de jouer ensemble, de commencer à élaborer, notamment dans la construction du raisonnement pour les enfants. Et pour les joueurs les moins expérimentés, je trouve ça très chouette et les parties sont toujours uniques de l'une à l'autre. Merci infiniment à tous et à toutes pour vos échanges si précieux. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que vous pourriez nous partager un souvenir lié au jeu? Moi, il y a plusieurs jeux qui m'ont marqué et que maintenant que je suis animatrice, je refais à toutes les sauces dès que je peux. Il y a déjà le Sagamore, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu où il y a 2 équipes, chaque équipe a les mêmes rôles et il y a un peu de stratégie de comment on disperse les différents rôles. Et le but du coup c'est d'attraper une personne de l'équipe adverse, bref. Et c'est un jeu qui, je sais pas, j'ai joué une fois et j'ai trouvé ça tellement impressionnant je pense que quand j'étais plus petite, j'étais plus facilement impressionnée. Et là, j'ai vu un nouveau jeu que je connaissais pas
Non mais j'ai voulu le refaire plusieurs fois et à chaque fois ça marchait et du coup je sais pas pourquoi mais ce jeu il a un peu une place spéciale dans mon cœur on va dire. J'ai eu la chance de pouvoir créer plein de jeux, de faire des réunions où à la fin de la réunion on aboutissait à créer un vrai jeu etc. et qu'il se passe très bien et tout. Mais je pense ce qui au quotidien me plaît le plus c'est arriver à improviser des jeux sur le moment parce que ça dépasse la frontière d'un jeu qui est établi, où il y a des règles définies, où on prévoit tout à l'avance. Et c'est plus dans le naturel, dans le lien avec le jeune, animé, animateur. Et du coup, je repense à plein de petites activités qu'on m'a apprises ou d'autres que j'ai pu inventer avec le temps et que je mets en place. Et à chaque fois, ça plaît à peu près à tout le monde. Et ouais, c'est des petits moments que je trouve ultra importants parce que le jeu, du coup, ça montre qu'il n'a pas vraiment de limite, quoi. Il n'y a pas de temps défini pour jouer. Ça peut être n'importe où, dans n'importe quelle situation. On attend un bus, on va faire un petit jeu. Je pense plus particulièrement à la danse du moustique que Ceredine m'avait apprise au BAFA. Et c'est un truc que j'aime bien faire avec les jeunes, souvent. Le premier souvenir qui me vient, c'était en session BAFA au mois de février, où on s'est retrouvés à devoir animer un premier jeu pour montrer à des jeunes qui n'avaient jamais animé ce que c'était. Et il se trouve qu'on avait un peu de temps pour pouvoir créer un jeu. J'avais rarement eu autant de temps disponible pour pouvoir lancer de la réflexion. Et c'est parti dans tous les sens et on a créé un grand jeu, donc j'étais assez fier avec Anaïs qui est en régie aujourd'hui, qui s'appelait le jeu du dragon, voilà, et de voir la réaction des stagiaires en face. Enfin, c'est vraiment un super souvenir de se dire, voilà, il y a quelque chose en plus, il y a une satisfaction vraiment supplémentaire dès qu'il y a une part de créativité. C'était pas juste répliquer un jeu déjà existant, mais de dire, ok, avec des briques que j'ai d'existantes, comment est-ce qu'on va les assembler pour créer quelque chose de totalement nouveau? Et moi, je crois qu'un jeu bien créé peut être même comme une forme d'œuvre d'art, en fait, qui crée et qui apporte quelque chose de nouveau. Et voilà, c'était une belle expérience, en tout cas pour moi, cette expérience de création. Dans les podcasts courts cette année, on a pour tradition de donner un défi aux auditeurs et aux auditrices pour les challenger. Après l'écoute, on souhaite faire la même chose avec le podcast long. Est-ce que vous avez un petit défi pour challenger les auditeurs et les auditrices? Et ben moi, je pense que en tant que jeune, un défi, ça pourrait être de lancer un jeu, que ce soit une réunion de famille ou avec des gens d'une autre génération. C'est pas tout le temps facile parce que moi, par exemple, dans mon cas, quand je joue avec des plus vieux, on doit faire leur jeu à eux parce qu'ils n'ont pas forcément l'envie d'en apprendre un nouveau. Mais c'est un beau défi à relever d'essayer d'apprendre, mais ça crée un lien différent aussi de faire une activité du jeune et pas forcément que le plus vieux qui apprend au plus jeune. Donc je trouve que c'est un beau défi. Donc d'avoir un nouveau jeu à faire découvrir à vos parents ou grands-parents à la prochaine réunion de famille. Et défi peut-être, si vous êtes déjà un peu plus âgé et que vous nous écoutez. Vous connaissez du coup maintenant mon attachement pour les jeux vidéo. Mon défi, si vous êtes parents, tonton, tata, grands-parents, est d'aller prendre un temps pour aller demander à des jeunes de votre famille de vous apprendre à jouer à un jeu vidéo. Ce sera une occasion de rentrer un peu dans leur univers, que eux soient fiers d'avoir quelque chose à vous présenter et peut-être aussi de faire tomber quelques stéréotypes que vous pouvez avoir sur les jeux vidéo. Même s'intéresser à une passion d'un plus jeune, c'est toujours important pour le plus jeune de se sentir écouté, aidé et compris. Et alors Flore, peut-être que sans le savoir, tu faisais référence à une citation de Don Bosco qui nous invitait, qui alors à l'époque invitait les frères salésiens, mais je crois que c'est vrai pour toute la famille salésienne et tous les éducateurs, quel que soit le lieu d'éducation, de s'intéresser réellement à ce qu'aime le jeune, pas juste pour faire semblant, mais d'essayer d'aller comprendre ce qui construit son univers, ce qui le fait vivre au quotidien, et qu'il nous faut aimer ce qu'aiment les jeunes pour leur partager aussi par la suite ce que nous, on aime, et qu'on puisse ensemble ouvrir des horizons plus grands. Eh bien, merci à tous les auditeurs et les auditrices. Nous étions très heureuses de vous recevoir à la maison, autour d'une table, pour ce format plus long. N'oubliez pas, on se retrouve une fois par mois pour notre habituel format court et d'ici 3 mois pour le prochain format long. Merci Flore, merci Alban, merci Maïline. Merci à notre incroyable régie Anaïs et Inès pour tout le soutien technique. Et merci à toi Anne-Flore. À très bientôt. Au revoir. La voix salésienne. Le podcast préféré de Don Bosco et Marido.